coucou tout le monde. Alors, quand le ciel se manifeste. Alors c'est intéressant. Je vais le lire. C'est toujours du magazine Vie extraterrestre, tout est possible. Quatrième vidéo que je fais sur celui-là. Et là je vais lire quand le ciel se manifeste. On a pas mal de trucs à dire. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Après les extraterrestres, enquête officielle, les scientifiques, bon c'est encore autre chose. Non je sais pas, je vais voir. Je vais bien voir. Bon, je ferai peut-être une cinquième vidéo, j'en sais rien. Quand le ciel se manifeste. Alors, autant commencer maintenant. Et puis on va voir ce que ça donne pour les élections, j'en sais rien, américaines, de toute façon. Vous ne me pas se prononcer parce que ça porte toujours malheur. Bon. Donc on verra bien. Mais bon, il faudrait pas que ce soit l'autre parce que. À TF1, ils ont quand même fait voir des vidéos de Joe Biden à TF1. Hein, moi qui regarde jamais ces rares à la télé, ou plutôt CNews, bon bref. Oui, il y avait des comportements bizarres avec les enfants. Bon, c'est à TF1 qu'ils ont fait voir ça. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Mais moi, il se réveille un petit peu à la télé, mais c'est pas tout le temps. Bon, par rapport à Joe Biden, évidemment. Alors, de 1947 à nos jours, la question des ovnis et de la recherche des extraterrestres n'a cessé de fasciner amateurs comme scientifiques chevronnés. Une brève chronologie des recherches menées en la matière s'impose. Quand le ciel se manifeste, on considère généralement que l'histoire officielle du phénomène ovni commence en 1947 avec l'affaire Kenneth Arnold. Bon. Du nom du pilote qui déclara avoir observé une formation de 9 étranges engins volants le jour du 24 juin de la même année au-dessus du mont Rainier dans l'état de Washington. Alors c'est peut-être aussi des... Je vais aller là-bas, je vais pas en faire voir. Je vais vous faire voir. Pas pour longtemps. C'est pas grave, il n'y en a pas pour 10 secondes. Voilà. Ça peut être aussi ça qu'il a vu. Hein. Horton 229. Ok. Alors je sais pas. Ça peut être celui-là, ça peut être autre chose, je sais pas. Tout est possible. Ça peut être aussi les ovnis polymorphes qui se sont transformés en Horton 229 pour faire croire que c'est des Horton allemands. Hein. Allez savoir. Tout est possible. Vous savez, dans l'ufologie, c'est... La palette est immense. Voilà. Ouais, au-dessus du mont Rainier, dans l'état de Washington, en 1947, 24 juin. L'histoire fera le tour du monde et, plus que l'observation en elle-même, c'est l'expression médiatique consacrée du Flying Saucer, les soucoupes volantes, qui aura un succès retentissant. Pourtant, cette observation n'est que l'une des milliers reportées en 1947. Au-dessus des aux États-Unis qui connaît alors sa première grande vague d'observation, ajoute Mohamed Sherif, spécialiste d'enquête sur les sujets des extraterrestres et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Cette année-là, la question des ovnis fait une entrée fracassante sur la scène internationale, puisqu'au moins 2 mois après le cas Kenneth Arnold, le 2 juillet 1947, on apprend qu'un appareil non identifié aurait explosé en plein vol et se serait écrasé près de Roswell, au cœur du Nouveau-Mexique. Et ça, on l'a oublié, ça. Un crash d'OVNI au Nouveau-Mexique, 8 mois après Roswell. C'est quand même stupéfiant. Je l'avais lu il y a plusieurs mois. C'est quand même... avec les traces et tout, hein, quand même. Hein, c'est quand même... bon. Ça, c'est 8 mois après Roswell. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié, ça. Je pense. Très médiatisée, l'affaire constitue l'un des événements les plus controversés de l'histoire ufologique. Elle a donné lieu à toutes sortes de réalisations, livres, documentaires évidemment, témoignages et des thèses extravagantes. Est inspiré surtout bon nombre de films comme la célèbre, j'avais oublié l'autre fois citer le plus grand film pratiquement des années 80, même encore maintenant, c'est E.T. Ben oui. Du célèbre E.T. de Spielberg 70 ans après. Le mystère demeure. D'aucuns pensent qu'un vaisseau extraterrestre s'est bien écrasé du côté de Roswell, laissant peut-être en vie des passagers que les autorités auraient pu récupérer tout en les dissimulant au public. Les officiels face aux ovnis. À l'époque, l'armée américaine planchait sur un projet secret de défense baptisé Mogul, qui avait pour but de lancer des ballons sondes espions dans le style soviétique, guerre froide oblige. Les autorités militaires ont alors reconnu avoir réalisé des essais d'impact avec des mannequins de la taille du corps d'un être humain. Roswell, évidemment, bon. La rumeur ne les emplira pas pour autant, surtout lorsqu'en 1980, les Américains Charles Berlitz et William L. Moore publie le tout premier livre de Roswell, sur Roswell, condensant en un recueil bon nombre de témoignages. Parmi eux, c'est celui de Jess Marcel, qui relancera vivement la polémique, selon cet ancien major au sein de l'armée de l'air, qui a participé à la récupération des débris de l'incident de 1947. De toute façon, il y a eu plusieurs crashs, hein, c'est pas le seul, sans compter ceux qui sont tombés en fond de la mer.
Comme la mer Baltique, là, je sais pas, il y a une vidéo, c'est toujours étrange, on sait toujours pas d'ailleurs. Bon, bref, la matière des morceaux de disques volants n'avait rien de comparable à ce que l'homme était capable de réaliser. Qu'importe les rebondissements, l'affaire est classée même si elle a largement divisé la communauté scientifique. Et pourtant, le phénomène est bien antérieur à 1947. Ben oui, combien de fois je l'ai dit ça. En fait, d'après la vague d'Airship au début du siècle, dirigeable fantôme mentionné par plusieurs récits d'engins volants mystérieux relatés dans la presse, les autorités côté militaires se préoccupent des ovnis dès 1933. Avec la Seconde Guerre mondiale, le sujet prend une ampleur considérable et les témoignages d'étranges lueurs volantes se multiplient. Pour les ufologues spécialisés des ovnis ou UFO en anglais pour Identifying Flying Object, c'est le contexte de la guerre qui aurait pu créer une situation favorable. Plusieurs témoignages concordants de pilotes de tous les pays impliqués dans le conflit relatent l'apparition de certaines lumières étranges dans le ciel européen ou en Asie. Les Américains appelleront Foo Fighters, les Allemands Crown Bullets, les Anglais The Light. Des photos existent prises par des pilotes de chasse d'US Air Force où l'on distingue des boules lumineuses qui semblent accompagner des avions. Alors c'était peut-être les trucs militaires allemands, attention. Il faut oublier que 90% des photos des ovnis, des vrais, elles seront floues. Combien de fois je l'ai dit, de toute façon elles seront floues parce que c'est pas la même dimension, donc tu ne l'auras jamais de toute façon. Et même si elle est à peu près bonne, ça peut être aussi un truc militaire. Mais bon, un truc militaire, on va laisser un peu de côté quand même. Voilà. Durant la Seconde Guerre mondiale, des phénomènes aériens étranges ont été rapportés à de nombreuses reprises par les équipages des forces armées alliées ou de l'Axe. Il faut avoir quand même. Bon, même si c'est bien. C'est toujours intéressant de faire des petites images. Certains spécialistes de l'affaire Roswell estiment qu'un vaisseau extraterrestre s'est bien et bien écrasé avec ses passagers. Bon, de toute façon, vous savez, il y a tellement de crash. Une fois, j'ai vu, je sais plus sur quel site, c'était sur Divulgation extraterrestre de Jérôme Goris, un ami à moi. Il y avait un gars qui avait dit qu'il y avait au moins 50 crashs d'OVNI, sans compter ceux dans la mer, etc. 50 crashs, j'ai dit au moins une paire d'années. Donc c'était pas le premier. On est très loin de nous. Ces phénomènes étranges inquiétèrent d'ailleurs au plus haut degré puisque les alliés, comme leur ennemi, crurent que l'adversaire avait élaboré des armes redoutablement sophistiquées. Américains, Anglais et Allemands créèrent ainsi des commissions d'enquête spécialement chargées d'enquêter sur le sujet. Chacune d'entre elles conclura que ces apparitions n'étaient pas le fait d'engins ennemis. On en restera là et le dossier lui refermé en 1944 avec la fin de la guerre. À la recherche des extraterrestres de l'espace, comme avec le programme SETI, recherche sur l'intelligence extraterrestre, les scientifiques sont tenus d'utiliser des grands radiotélescopes et ordinateurs à haute performance. De toute façon, ça ne sert à rien parce qu'ils visent un point précis et tu ne trouveras rien. Une fois, j'avais entendu ça. Bon, bref. Pour rechercher des signaux à haute performance, pour rechercher des signaux de radio inhabituels, voire des messages. Dans le brouhaha des signaux électromagnétiques qui atteignent notre planète depuis l'espace, on doit au radio-astronome Frank Drake d'être à l'initiative du projet SETI en 1959. L'idée du scientifique déjà présent dans l'esprit et des écrits d'autres experts était de diriger les antennes de radiotélescopes dans des endroits du ciel préalablement établis. Ça ne sert strictement à rien. Enfin, moi je vous le dis. Bon, après, selon des modèles stellaires précis afin de détecter d'éventuels signaux qui pourraient émettre. Il ne faut pas oublier que c'était une technologie, mais bien au-delà de ce qu'on pense. Ils peuvent même brouiller les signaux, ils font ce qu'ils veulent, c'est comme ça. Volontairement ou non, une civilisation extraterrestre. La première tentative d'écoute fut faite avec le radiotélescope de 26 mètres de Green Bank en Virginie, USA, précise le spécialiste Christophe Cadioni. Le projet a connu plusieurs évolutions. Il a débuté avec le programme OSMA en 1960 et s'est décliné successivement au projet Cyclope en 1971 et la NASA a entamé un programme SETI en 1992. Mais il a bien été vite annulé en raison d'une absence d'encouragement politique et de financement. Le programme a redémarré en 1995 sous la forme d'initiative du financement privé appelé Projet Phoenix. Parce que vous savez, avec les programmes spatiaux secrets et agences extraterrestres, je crois qu'ils en ont rien à foutre, des radiotélescopes, ils ont autre chose à foutre. Non mais je pense, c'est pour ça que ça a été abandonné tout ça. Bon, bref, c'est un petit peu... c'est un petit peu normal, je trouve. Dirigé par l'organisme, il y a tellement de choses cachées, vous savez. Comme la base de Dulce, les atrocités qu'on fait dedans, bon bref. Militaires, les extraterrestres. Dirigé par l'organisme à but non lucratif SETI Institute en Californie, cette recherche a utilisé quelques-uns des instruments les plus puissants du monde, y compris le radiotélescope Parkes
Parquet en Australie, le télescope de Greenbank en Virginie occidentale, en Arecibo, ça c'est connu, Arecibo à Porto Rico, somme toute Phoenix aura écouté environ 800 étoiles. Ouais, 800 étoiles, mais attendez, il faut arrêter, 800 étoiles, il n'y avait pas 800 étoiles. Hein. S'il y avait 800 étoiles, ça avait peur, hein, c'est des mineurs. Hein. Ajoute Peter Bond, auteur de 10 livres et de centaines d'articles en astronomie et sciences de la Terre. Le ciel continue d'être étudié à la loupe. Dans la philosophie de SETI, la réussite du projet passe par l'utilisation de matériel de plus en plus performants radiotélescopes comme ordinateur, d'où l'utilisation du grand radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico qui entra en service en 1963 et 1974. Un message est envoyé vers l'AMA globulaire M13 situé à 25 000 années-lumière de la Terre. C'est-à-dire qu'il faudrait 25 000 ans pour y arriver avec une fusée. En gros, c'est ça. 25 000 ans, allez, 25 000 ans retour, 50 000. C'est peut-être même encore plus. Bon, bref. Une réponse, on ne peut pas encore le savoir. Ben, c'est pas la peine, c'est bien ce que je dis, ça ne sert strictement à rien. C'est pas là que tu vas trouver quelque chose. Bon, il faudra en effet attendre le temps de l'aller-retour. Ben, c'est ce que je viens de dire. Vous voyez, j'ai même pas encore lu le magazine. Soit 50 000 ans, c'est impossible. 50 000 ans, attendez, complètement. La Terre est un phare radioélectrique d'une puissance équivalente à 1 million de fois celle du Soleil. Les premières émissions radiodiffusées de l'histoire ont quitté notre planète il y a environ plus de 70 ans et continuent de voyager dans l'immensité de l'espace interstellaire jusqu'au jour où elles ne seront plus audibles. Aujourd'hui, elles ne se retrouvent plus à 70 années-lumière de la Terre. Le célèbre émission de radio La Guerre des Mondes d'Orson Welles, c'est connu, diffusée CBS le 30 octobre 38, est peut-être en ce moment écoutée par des auditeurs extraterrestres sur une hypothétique planète située à 70 années-lumière de la Terre alors que le monde des années 30 a disparu. Étrange paradoxe. Et peut-être, oui, explique Christophe Cagnoni. Mentionnons qu'une autre initiative appelée Serendip, ou recherche de signaux radio extraterrestres en provenance d'une population à intelligence développée, est basée à l'université de Californie à Berkeley. Il vaut mieux qu'ils visent leur radiotélescope sur la Lune. Je ne sais pas pourquoi ils vont chercher des étoiles à des milliers d'années-lumière, je ne sais pas quoi, ça ne sert à rien, parce que s'ils vont sur la Lune, comme le fait très bien comment il s'appelle, Bruce, Astronomie Québec OVNI, hein, un truc comme ça. Il y a plein de structures dessus, il y a plein d'anomalies, il y a plein de... Et c'est juste à côté, là, pourquoi aller chercher des étoiles? Et à un moment, il faut arrêter, vous voyez, la balance, c'est quelque chose qui va pas, on se fout de notre gueule, hein, comprenez, bon, bref. Vous voyez, c'est encore des sous qui sont perdus, ça sert exactement à rien. C'est bien ce que je dis. Un mec arrive avec un télescope, Bruce, hein, Astronomie Québec, il faut, je sais plus quoi, l'OVNI, bon, bref. Il arrive à trouver des trucs extraordinaires avec un simple télescope qui est beaucoup plus petit. Et il y arrive, simplement en regardant la Lune. Il n'y a pas une contradiction, hein, quand même. Bon, bref. Oui, je pense que c'est complètement idiot. Vous allez chercher là-bas des... Et puis, bon. Les données de ce programme sont actuellement obtenues grâce à l'exploitation de radiotélescopes géants de Porto Rico. Un système similaire est en cours d'installation pour le programme SETI Austral en Argentine. Les plus récents spectromètres peuvent suivre simultanément 128 millions de canaux et écouter à tout instant une bande radio large de 80 MHz. On va finir comme ça. Wow, quel signal de Berle. Le 15 août 77, 1900, hein, dans l'état de l'eau aux États-Unis, l'astrophysicien Jerry R. Eman, travaillant pour le SETI, repère sur la sortie imprimée de télescope Big Air, littéralement, grande oreille. Fait penser à un film avec Delphine, je sais plus quoi, bref, le cheval, ouais. Un signal très puissant de 72 secondes, intercepté depuis l'espace présumé extraterrestre. Ce signal a duré 72 secondes, qui n'a jamais été détecté ensuite. Depuis, il a fait l'objet d'une attention particulière de la part des médias. Pourquoi WOW? W-O-W. D'ailleurs, parce que Jerry R. Rayman, littéralement abasourdi par sa découverte, va entourer au gros feutre rouge la série de chiffres de signal avec en inscription émergée WOW. On le comprend, le scientifique est sous le choc. Ce signal est en effet 30 fois plus puissant que le bruit électromagnétique environnant et semble donc remplir tous les critères d'un signal radio extraterrestre en provenance d'une planète très éloignée. Bon, c'est pas ça qui me montre. Pourtant, depuis ce mystérieux événement, plus rien. D'où venait ce message? Apparemment, en se basant sur les données captées par le télescope, l'énigmatique signal provenait d'une région de l'espace dans la constellation du Sagittaire. Récemment, l'astronome Antonio Paris du Saint-Pétersbourg College en Floride est venu faire de l'ombre aux théories d'un signal extraterrestre. Évidemment, sur le scientifique, ancien agent du renseignement militaire américain, le signal capté par Eman proviendrait en fait d'une comète.
Mais il se pose pas la question pourquoi sur la Lune il y a plein de structures, il y a plein de. Bon, bref, comme Mars, comme Pluton, il y a plusieurs planètes. Hein. De toute façon, il se pose pas la question pourquoi non plus depuis 1972. Et puis, aucun astronaute, spationaute, cosmonaute, ce que tu veux, qui va sur la Lune. Il n'y en a plus aucun, parce qu'ils sont pas la bienvenue, c'est tout. Depuis 1972. Encore un autre truc, une petite remarque que je fais. Hein. Voilà. C'est quand même hallucinant. Hein. Mettre tas de fric dedans, et puis ça sert strictement à rien. Enfin, pour moi, oui. Au fil des décennies, les témoignages contemporains de son observation d'engins volants non identifiés se recensent par milliers. Et je coupe là. Ouais. Vie extraterrestre, tout est possible. Voilà. Belle petite vidéo. J'ai mis mon point de vue aussi parce que je voulais faire mes petites remarques, parce que j'aime bien pigmenter un petit peu le truc, le sujet. Parce que le truc le plus con, c'est ça. C'est pareil bête, mettre la lune à côté. Il y en a qui arrivent à regarder des trucs extraordinaires dessus. Il y a des lumières, tout ça, bon bref. J'ai déjà fait des vidéos sur la lune, etc. Mais on va chercher des étoiles là-bas pour chercher un signal. Ouais. Bon, bref. Quand le ciel se manifeste, mais bon, je voulais le dire quand même parce que c'est toujours intéressant. Dès 1933, les autorités militaires se préoccupent des ovnis. Dès 1933, faut pas oublier. Et oui, bien avant Roswell. Ce soir, c'était même encore bien avant. Donc c'est pas nouveau. Donc je coupe là. Merci et à bientôt. On se reverra d'ici 2 jours ou 3 jours. On va voir ce que ça donne les élections. J'en sais rien. A plus, merci. Des fois, il faut être un petit peu logique, hein, c'est vrai. Hein. Si tu fais un rapprochement que ce que je viens de dire, tu verras qu'il y a des trucs, ça sert à rien. C'est un peu inutile. Je coupe, merci. Mais le pire, c'est que c'est vrai. A plus.